L'Europe s'imaginait inébranlable. Elle se voyait comme un roc, insensible aux tempêtes du monde. Pourtant, en ce moment précis, c'est l'Afrique qui tient la barre et l'ordre hérité s'effondre, morceau par morceau, sous nos yeux incrédules. Imaginez un instant, en l'espace d'une nuit, l'Europe se retrouve coupée des ressources africaines qui font tourner ses usines, alimentent dans ses technologies, chauffent ses foyers. Cette image, digne d'un roman d'anticipation, n'est plus une fiction. Elle se profile à l'horizon. Le continent européen, déjà fragilisé par la triple crise énergétique, climatique, identitaire, se retrouve confronté à un séisme sans précédent. Ce n'est plus Moscou ni Pékin qui dictent la loi du marché, c'est désormais le continent africain, debout, déterminé, qui impose ses conditions. En moins d'un mois, la donne change radicalement. Le cobalt de la République démocratique du Congo, le lithium du Zimbabwe, l'uranium du Niger, le cuivre de la Zambie, ces ressources, longtemps extraites en silence, deviennent l'oxygène vital de l'industrie européenne. Sans elles, le nucléaire français ralentit, les batteries allemandes se taisent, la tech et les transports déraillent. Tous les secteurs, même ceux qui semblaient indépendants, révèlent une dépendance cachée, vitale, envers les trésors africains. C'est la première fois dans l'histoire contemporaine que l'Afrique ferme le robinet. Plus d'uranium pour les centrales, plus de métaux pour les batteries ou les voitures électriques. Bruxelles trébuche, Paris panique, Berlin tente de négocier dans l'urgence. Les grands patrons européens, habitués aux certitudes, se précipitent en réunion de crise, impuissants face à la réalité. L'Europe, jadis toute puissante, découvre l'ampleur de sa fragilité structurelle. Ce n'est plus seulement une question de PIB ou d'indicateurs économiques. L'enjeu désormais, c'est la souveraineté industrielle, la capacité à maîtriser son destin. Les rumeurs évoquent de perte de leadership, délocalisation massive, disparition d'emplois clés, chute du pouvoir d'achat. Si l'Europe échoue à répondre à ce défi, elle risque de quitter le cercle des grandes puissances et d'entrer dans une crise sociale profonde, comparable à celle des années 30, lorsque la Grande Dépression avait bouleversé l'équilibre du monde. Pour l'Afrique, ce tournant est historique. Pour la première fois, elle fixe ses propres règles. Elle négocie, pèse sur les marchés mondiaux, impose le respect à ceux qui l'ont longtemps dominée. L'Europe doit désormais faire face à une Afrique debout, fière, déterminée à ne plus brader ses richesses. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour saisir ce basculement, il faut plonger dans l'histoire d'une dépendance invisible, trop longtemps ignorée, et interroger les choix faits depuis des générations. Les racines de cette crise ne sont pas récentes. Elles s'enfoncent dans des décennies d'accords déséquilibrés, de stratégies court-termistes, de promesses non tenues. Il faut se souvenir de l'après-guerre lorsque l'Europe, ruinée, s'est tournée vers l'Afrique pour alimenter sa reconstruction rapide. L'uranium nigérien, le cuivre zambien, le fer mauritanien, le pétrole angolais, ces ressources ont permis le miracle économique européen sans jamais transformer durablement les sociétés africaines. Ce bouleversement d'aujourd'hui n'est pas un simple accident de l'histoire. Il est l'aboutissement de décennies d'aveuglement, d'habitudes enracinées depuis la fin de la colonisation. Pendant des générations, l'Europe a profité d'un accès presque sans limite aux trésors miniers africains. Les anciennes puissances, France, Royaume-Uni, Belgique, ont dicté des accords sur mesure, garantissant des matières premières à bas prix et un flux continu de minerais vitaux pour leurs industries. On peut citer par exemple les fameux contrats d'approvisionnement garantis, signés dans les années 70, qui assuraient à la France un accès prioritaire aux minerais d'uranium nigérien pour ses centrales nucléaires, en échange de quelques infrastructures construites sur place. Cet héritage colonial, loin de s'effacer avec le temps, s'est figé dans des traités opaques, des réseaux d'influence, des habitudes diplomatiques. Grâce à ce privilège invisible, l'Europe a bâti sa prospérité sur la richesse africaine, sans réel retour pour ses partenaires. L'uranium du Niger a alimenté les centrales françaises, le cobalt congolais a propulsé l'automobile allemande, le manganèse du Gabon a renforcé l'acier européen. Cette abondance semblait inépuisable, presque un droit acquis, alors même qu'elle reposait sur des équilibres précaires, souvent imposés par la force ou la ruse. Mais à bas bruit, l'Afrique s'est métamorphosée. Aujourd'hui, plus de la moitié de sa population a moins de 25 ans. Cette jeunesse connectée, informée, refuse d'être spectatrice de la richesse des autres. Portés par cette énergie nouvelle, les dirigeants africains revendiquent leur souveraineté, multiplient les alternatives, accueillent les investissements chinois, négocient avec les États-Unis, la Russie, l'Inde ou les Émirats. Sommet après sommet, du Forum de Dakar à la conférence de l'Union africaine, une certitude émerge. L'Afrique n'est plus un simple fournisseur, elle veut être un partenaire reconnu et respecté sur la scène mondiale.
L'Europe, forte de ses certitudes, n'a pas vu venir ce glissement. À Bruxelles, beaucoup pensaient pensant que les chaînes d'approvisionnement resteraient intactes, que les contrats hérités du passé suffiraient à protéger l'industrie. Même les crises récentes, pandémie mondiale, guerre en Ukraine, tensions commerciales avec la Chine, n'ont pas entamé cette illusion. On évoquait la diversification, mais les investissements restaient centrés sur l'extraction brute, sans miser sur la transformation locale ni sur l'innovation africaine. Prenons l'exemple du cobalt. Plus de 70% des réserves mondiales sont situées en Afrique, mais moins de 10% sont raffinées sur place. Aucune stratégie de substitution crédible n'a été élaborée. L'Europe a continué de parier sur la docilité de ses partenaires en négligeant le vent de changement qui balayait le continent. Ce pari risqué allait bien au-delà de simples statistiques. Il engageait l'avenir industriel de millions de familles, la compétitivité des universités techniques, la capacité de l'Europe à peser sur la scène mondiale. Ce fut la même erreur que celle commise par l'industrie automobile britannique dans les années 70. Croire à l'éternité d'un privilège, refuser d'innover et se réveiller trop tard face à la concurrence étrangère. Car si l'Afrique décidait d'imposer ses conditions, c'est tout l'équilibre énergétique, la compétitivité de secteurs clés et le pouvoir d'achat de millions d'Européens qui vacilleraient. L'Europe a joué son avenir sans plan B, sans vision à long terme, à l'image de la sidérurgie lorraine qui s'est effondrée lorsque le minerai local n'a plus suffi. Et ce n'est que lorsque l'Afrique rebat les cartes que l'ampleur du danger devient impossible à ignorer. Le réveil est brutal, comparable au choc pétrolier de 1973, lorsque les pays de l'OPEP avaient un soudain quadruplé le prix du baril, plongeant l'Occident dans la récession et imposant une nouvelle donne géopolitique. Dès lors, une nouvelle ère s'ouvre, marquée par un bras de fer inédit. Comment l'Europe va-t-elle réagir face à ce retournement de pouvoir sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Un matin, l'Europe industrielle vacille. Sur tous les écrans, un message venu d'Afrique s'impose. Désormais, il est strictement interdit d'exporter des minéraux bruts hors du continent africain. Plus aucun gramme de cobalt, de lithium ou de terres rares ne partira, sauf s'il a été transformé, valorisé et négocié localement selon les conditions africaines. Cette annonce, en apparence administrative, bouleverse tout l'ordre industriel mondial. L'annonce fait l'effet d'une onde de choc. Pendant des décennies, l'Europe a bâti sa puissance sur un accès constant et peu coûteux aux ressources du sous-sol africain. Cette époque s'achève brutalement. L'Afrique réclame désormais la création d'usines sur place, un transfert réel de technologie et surtout un partage équitable de la valeur ajoutée. Les acheteurs européens n'ont plus le choix. Ils doivent payer le prix fixé par ceux qui détiennent la ressource ou investir massivement dans des projets conjoints sous contrôle africain. La première déflagration touche l'automobile. Faute de batteries alimentées par le cobalt et le lithium africain, les chaînes de montage s'interrompent. Les constructeurs allemands, français ou italiens assistent impuissants à la paralysie de leurs lignes électriques. Impossible de lancer de nouveaux modèles sans matières premières transformées localement ou sans investir des milliards d'euros en Afrique pour sécuriser l'accès aux composants clés. C'est un scénario comparable à celui qu'a connu le Japon dans les années 80 lorsqu'il a dû réinventer son industrie électronique après l'embargo américain sur certains semi-conducteurs. La deuxième vague frappe l'aéronautique et la défense. Airbus, Safran, Dassault, mais aussi une multitude de PME voient leurs commandes en péril. Les alliages spéciaux, composants électroniques et aimants critiques deviennent inabordables ou tout simplement indisponibles. Les plans de réarmement européens, déjà affaiblis par la guerre en Ukraine, sont compromis. La souveraineté industrielle européenne chancelle, rappelant la dépendance de la France à la bauxite guinéenne lors de la nationalisation de la Compagnie des bauxites de Guinée en 1963. Une troisième onde, plus diffuse mais tout aussi destructrice, traverse l'économie entière. Des chaînes d'approvisionnement autrefois invisibles et solides se rompent d'un coup. Les prix des biens explosent, l'inflation érode le pouvoir d'achat, la peur gagne les médias et les gouvernements. Les économistes parlent d'un choc d'offres inédit. La pénurie orchestrée de matières premières bloque tout le système, pas la demande. Ce phénomène rappelle la crise du néodyme, ce métal rare indispensable aux aimants des éoliennes et des voitures électriques dont la raréfaction en 2010 a fait bondir les prix de plus de 500% en 6 mois. À Bruxelles, les réunions de crise s'enchaînent. Une vérité s'impose, l'Europe n'a plus la main. Sa dépendance structurelle éclate au grand jour, dissimulée jusqu'ici par des années de confort industriel.
Entreprises, États et ménages comprennent qu'un nouveau rapport de force mondiale se dessine. Si l'Europe refuse de s'adapter, elle risque de perdre en quelques années ce qu'elle a mis un siècle à construire: industrie, emplois qualifiés, autonomie énergétique et influence internationale. C'est le même type de bascule qu'a connu la Grande-Bretagne à la fin du XIXe siècle, lorsqu'elle a perdu sa suprématie industrielle face à l'Allemagne et aux États-Unis. La pression est inédite. Les vieilles recettes, négociations en coulisses, traités, aides au développement, ne suffisent plus. L'Afrique, cette fois, ne plie pas. Elle tient fermement les clés de l'industrie du futur et la concurrence asiatique se montre prête à suivre ce nouvel ordre. Le projet de la zone de libre-échange continentale africaine, ratifié par 54 pays, accentue encore cette dynamique en créant un marché intérieur de plus d'1 milliard de consommateurs. Pour l'Europe, c'est un choc existentiel. Pour l'Afrique, une revanche et un pari pour l'avenir. Le vieux continent fait face à un choix décisif: transformer son modèle ou entrer dans une ère nouvelle de dépendance. Mais comment l'Europe va-t-elle affronter ce basculement et jusqu'où l'Afrique tiendra-t-elle sa position? L'Europe, bien forcée de réagir, doit inventer de nouvelles stratégies ou risquer le déclassement. La réponse ne se fait pas attendre. Première sans riposte, première taux fracture. Les gouvernements lancent des plans d'investissement dans le recyclage des métaux, accélèrent la recherche sur les matériaux de substitution, tentent de relocaliser certaines chaînes de valeur. Mais ces efforts sont longs, coûteux, et ne peuvent compenser la perte brutale d'accès aux ressources africaines. C'est un peu comme l'Amérique latine lors du choc du cuivre dans les années 70. Il a fallu 10 ans pour rééquilibrer le marché mondial. L'Afrique n'est plus l'arrière-cour de l'industrie mondiale. Elle en devient le centre névralgique, bousculant l'ordre établi. Son influence grandit dans toutes les instances internationales, de l'Organisation mondiale du commerce à la Banque mondiale. Les experts parlent d'un moment africain, à l'image du siècle américain du XXe siècle. En moins d'une décennie, l'Afrique est passée du rôle de simple fournisseur à celui de chef d'orchestre d'une révolution industrielle inédite. Cette mutation ne s'est pas faite dans le fracas, mais dans la détermination tranquille de chefs d'État résolus à reprendre la maîtrise de leurs ressources. Le Rwanda, par exemple, a créé un écosystème complet autour de la transformation du coltan, passant du statut d'exportateur brut à celui de fournisseur de produits technologiques à forte valeur ajoutée. L'intégration africaine accélère à un rythme inédit. De nouveaux marchés communs émergent, fluidifiant la circulation des biens et capitaux entre Lagos, Nairobi et Johannesburg. Des mécanismes de fixation des prix voient le jour. Désormais, le cours du lithium, du cobalt ou du cuivre se décide à la bourse régionale de Kigali et non plus dans les tours de Londres ou Zurich. Ce phénomène rappelle la création de l'OPEP en 1960, qui avait permis aux pays producteurs de pétrole de reprendre la main sur les prix mondiaux. La délocalisation industrielle s'inverse enfin. Ce n'est plus seulement la main-d'œuvre qui s'installe en Afrique, mais la valeur ajoutée elle-même. Raffineries, usines de batteries, centres de recherche, les chaînes de production à haute technicité migrent sur le continent, générant des millions d'emplois qualifiés et bouleversant les économies locales. L'Éthiopie, par exemple, est devenue en 5 ans un hub aéronautique, accueillant des sous-traitants de Boeing et Airbus. Le monde entier observe ce basculement. La Chine, pionnière des grands investissements depuis les années 2000, considère désormais l'Afrique comme un partenaire stratégique incontournable. Les monarchies du Golfe multiplient les fonds souverains et les co-entreprises technologiques, investissant dans l'agriculture, l'énergie et la fintech. Les États-Unis accélèrent leur implantation, refusant de manquer la nouvelle ruée vers les minéraux critiques. Même la Russie tisse de nouvelles alliances au sud du Sahara, notamment dans le domaine militaire et énergétique. Face à cette effervescence, l'Europe découvre sa vulnérabilité. Longtemps habituée à dicter les règles, elle se retrouve reléguée au second plan. Désormais, elle doit s'aligner sur les conditions africaines ou investir massivement pour éviter le déclassement. Tout retard, toute hésitation se paie cher. Désindustrialisation, chômage, perte d'influence géopolitique. L'exemple de la sidérurgie belge, qui a perdu la moitié de ses emplois en 10 ans faute d'adaptation, plane comme une ombre sur l'économie européenne. Ce renversement comporte des risques majeurs. Pour l'Europe, le spectre d'un déclin industriel devient palpable. Chômage croissant, perte de pouvoir d'achat, dépendance technologique accrue. Les enjeux sont existentiels, comparables à ceux de l'Europe d'après-guerre. Pour l'Afrique, le défi dépasse l'attraction d'usines ou la négociation de contrats. Il faut transformer la rente minière en prospérité partagée et éviter les pièges de la corruption, de l'endettement ou des tensions régionales.
Mais l'opportunité est historique. Accéder à la souveraineté industrielle, écrire ses propres règles et obtenir la reconnaissance de son rôle d'arbitre mondial. Le Botswana, par exemple, a réussi à transformer sa manne diamantifère en fonds souverains, finançant éducation, santé et infrastructures. En moins de 10 ans, le centre de gravité industriel s'est déplacé. Les nouvelles règles ne sont plus dictées à Bruxelles, Paris ou Berlin, mais à Addis Abeba, Dakar et Kinshasa. L'Afrique ne se contente plus de négocier. Elle impose ses conditions et fixe l'agenda global, de la transition énergétique à la régulation des marchés de métaux critiques. Pour l'Europe, la crise n'est pas une fatalité. Elle peut devenir une formidable opportunité à condition d'en tirer les leçons. Il s'agit de repenser les alliances, d'investir dans la formation, de privilégier l'innovation et de s'ouvrir à la coopération véritable. Mais rien n'est acquis. La compétition pour les ressources s'intensifie et chaque choix stratégique comptera. Jusqu'où ce nouvel équilibre tiendra-t-il face aux pressions du marché mondial, à la volatilité des prix, aux risques géopolitiques ? Mais si la véritable solution ne se trouvait ni dans la nostalgie d'un passé idéalisé, ni dans la confrontation directe, et si le salut résidait dans la co-création d'un avenir partagé où chaque continent redéfinit sa place ? Car désormais, une certitude s'impose. L'ancienne logique des privilèges touche à son crépuscule. On ne peut plus compter sur la préférence européenne, il faut inventer la convergence mondiale. À présent, l'Europe et l'Afrique se regardent d'égal à égal. Fini le temps des rapports de force unilatéraux. Voici venu le moment d'un nouveau jeu où chacun doit inventer ses propres règles. Les cartes sont rebattues, les équilibres bousculés. Chacun doit apprendre à composer, à négocier, à respecter l'autre. Pour l'Europe, l'enjeu est colossal. Elle doit réinventer sa souveraineté industrielle. Cela suppose un recyclage bien plus ambitieux de ses matériaux, la substitution intelligente des ressources rares, mais surtout l'établissement de partenariats équitables avec l'Afrique et d'autres régions stratégiques. Se retrancher dans la nostalgie d'une domination disparue, c'est courir le risque d'une marginalisation industrielle et sociale. Mais s'ouvrir à la coopération, c'est miser sur une prospérité fondée sur la complémentarité et non plus sur l'exploitation. L'Europe peut s'inspirer du modèle scandinave, qui a su transformer sa dépendance énergétique en force d'innovation et en coopération équitable avec ses voisins. Pour l'Afrique, ce basculement historique impose de sécuriser les acquis et d'affirmer sa nouvelle position d'arbitre industriel. Mais la souveraineté ne sera réelle que si elle s'appuie sur une gouvernance solide, la transparence des contrats, l'inclusion des populations dans la chaîne de valeur. Tirer profit de ces ressources, oui, mais sans jamais sacrifier l'éducation, l'équité et le développement partagé. L'erreur serait de reproduire les cycles d'exclusion du passé, comme ce fut le cas lors de la ruée vers l'or sud-africain au XIXe siècle, où la richesse a profité à une minorité. À l'échelle individuelle, le message est universel. Nous entrons dans l'ère d'un dialogue entre égaux. Les anciennes hiérarchies s'estompent, la co-construction devient la règle. Désormais, la souveraineté ne s'exprime plus seulement à travers les frontières, mais par la maîtrise de la chaîne de valeur, l'innovation locale et la capacité à bâtir des alliances durables sur la confiance et la transparence. Les jeunes Africains, créateurs de start-up, inventeurs de solutions pour l'agriculture intelligente ou la santé connectée, en sont la preuve vivante. Refuser cette mutation, c'est accepter de devenir spectateur de l'histoire, soumis au choix des autres. Mais relever ce défi, c'est ouvrir la voie à une prospérité partagée où ni l'Europe ni l'Afrique ne sont destinées à la dépendance ou à la domination. Voilà l'enjeu, le vrai tournant de notre époque. Face à ce tableau, il reste une interrogation brûlante. Serons-nous de simples témoins de ce basculement ou bien les véritables artisans du futur qui se dessinent ? Car le dénouement ne dépend plus de quelques décideurs isolés, mais de notre capacité collective à inventer de nouveaux équilibres. Le temps de choisir notre rôle est venu. L'histoire ne s'écrit plus à huis clos, elle se façonne dans l'ouverture, la transparence, la participation de tous. L'avenir ne se subit pas, il se façonne, il s'écrit. Qui tient la plume désormais ? Autour de nous, le monde a basculé doucement, sans que la plupart s'en rendent compte. L'Afrique, autrefois cantonnée au rôle de pourvoyeuse silencieuse, devient aujourd'hui l'arbitre des équilibres industriels et géopolitiques. L'Europe, longtemps habituée à imposer ses conditions, se retrouve à négocier, parfois à supplier. C'est un renversement aussi profond que celui qui a vu l'Asie devenir le moteur de l'économie mondiale au XXIe siècle. Ce renversement ne se limite pas à une question de contrat ou de chiffres.
Il s'agit d'une onde de choc qui menace la compétitivité de l'industrie européenne, son autonomie énergétique, la survie de ses emplois qualifiés et le pouvoir d'achat de millions de citoyens. Rester immobile, c'est laisser d'autres fixer le prix de notre électricité, décider de notre accès aux technologies, orienter nos économies. L'illusion du confort s'est brisée, tout comme elle s'était brisée pour les ouvriers du textile anglais lors de la montée en puissance de l'Inde et de la Chine. Pour l'Afrique, ce moment est une rupture. Pour la première fois depuis des siècles, elle détermine la valeur de ses ressources, impose ses règles et négocie d'égal à égal. Ce n'est pas une revanche, c'est une renaissance. La prospérité, la dignité et la souveraineté ne sont plus négociables. Elles deviennent la norme. Le Ghana, par exemple, impose désormais des quotas de transformation locale pour le cacao, forçant les multinationales à investir sur place. Face à cette redistribution des cartes, chacun se retrouve face à une alternative limpide, subir ou s'impliquer. Les puissances européennes doivent repenser leurs alliances, innover, se réinventer. L'Afrique n'attend plus l'aide de quiconque. Elle construit son avenir par la maîtrise de ses ressources, l'industrialisation locale et des partenariats plus équitables. Les accords secrets d'hier cèdent dans la place à des négociations transparentes, où chaque voix compte. La crise des minéraux n'est pas seulement une pénurie, c'est un miroir tendu à l'Europe comme à l'Afrique. Qui sommes-nous dans ce nouvel ordre mondial? Quelles valeurs portons-nous? Sommes-nous prêts à affronter l'incertitude, à inventer de nouvelles règles, à sortir de la facilité? Ignorer le bouleversement, espérer que l'ancien monde tienne encore, c'est choisir l'effacement. S'impliquer, comprendre, agir, à l'échelle individuelle et collective, c'est influencer la prochaine ère industrielle, refuser que l'histoire s'écrive sans nous. Chacun peut agir, soutenir des entreprises responsables, exiger la transparence des filières, investir dans l'économie circulaire, encourager l'éducation et la formation technique. Car ce qui se joue aujourd'hui dépasse les dirigeants. Chacun, qu'il vive à Paris, à Lagos, à Berlin ou à Accra, porte une part de responsabilité. S'informer, questionner, bâtir des ponts plutôt que des murs, soutenir la souveraineté des partenaires, exiger plus de justice dans l'industrie, voilà comment façonner l'ordre à venir. Rien n'est au gravé dans la pierre, et nul ne peut se permettre l'indifférence. C'est par des choix quotidiens, des votes, des engagements, que le futur se dessine. Demain, d'autres ressources, d'autres enjeux viendront bouleverser l'équilibre. Mais une chose est certaine, le futur appartiendra à celles et ceux qui auront osé prendre part au changement.